Bonsoir à toutes et à tous. Un certain nombre de personnes sont en route pour nous rejoindre. Néanmoins, compte tenu de la longueur du conseil, je propose de débuter ce conseil. Euh, Tout d'abord, on va faire l'appel comme secrétaire de séance. Fabienne, s'il te plaît. Bonjour à tous. Donc, Monsieur Guiguen, Présent. Madame Dallet, Présente. Monsieur Coquart, Présente. Monsieur Psicry, Est en cours. Arrive. Madame Beaulieu, Monsieur Lecoq, Madame Bontemps, Présente. Madame Plassard, M'a donné pouvoir, pardon. d'accord. Madame Boussinet, Madame Amiot, Monsieur Silou, Madame Présente. Monsieur Madame Pouchez, Monsieur Lefort, Il est en route. Monsieur Pereira, Également. il arrive, d'accord. Madame Stucchi, Monsieur Farougia, Monsieur Lamiot, Monsieur Koutari, Également est en route. Madame Djelaya. Donc, Monsieur Pereira vient d'arriver. Monsieur Lévy. D'accord. Madame Dupuis-Goyer. Elle a dû donner pouvoir à Monsieur Nicolas Hu. D'accord. Et Nicolas est passé où? D'accord. Bon, j'attends qu'il revienne alors. Monsieur David. Excusez-moi, Madame David. Monsieur Hu, donc je l'ai vu, oui, il arrive. Monsieur Seval. Madame Driff. Madame Géronimi. Madame Frémont. Monsieur Le Rouge. Merci beaucoup. Par rapport à l'ordre du jour que vous avez également pour ce conseil, je propose, si vous en êtes d'accord, d'ajouter en fin de conseil une motion de soutien pour le plan d'urgence de sauvetage des transports franciliens. Pas de remarques? Donc je vous propose de passer directement au premier point à l'ordre du jour, c'est-à-dire l'octroi d'une prime exceptionnelle Covid-19. Ce sujet a également été débattu lors du dernier CCAS et a obtenu à ce propos l'avis unanime de l'ensemble du conseil d'administration. Comme il vous est précisé sur cette note, nous avons eu, et l'ensemble du personnel a eu à se mobiliser de façon très importante au cours de cette période passée. Donc, comme il l'est expliqué, sur la base d'un certain nombre de critères qui sont une implication forte, une exposition, un éventuel surcroît de travail, il est proposé sur la base des demandes et des propositions faites par la hiérarchie, c'est-à-dire des différentes directions, d'octroyer une prime jusqu'à un maximum de 1 000 euros, comme il l'est proposé dans la loi, et ce, proratisé en fonction de la présence pour cette prime. Cette prime a donc un caractère exceptionnel, elle n'est pas reconductible et elle est, elle est exonérée d'impôts, non imposable. Y a-t-il des questions à propos de cette prime? Oui, monsieur.
Merci, excusez mon retard, mais les conseils municipaux à 19 heures, ce n'est pas forcément fait pour tout le monde. Une première remarque sur cette, ou plutôt comment dire, commentaire sur cette délibération. Je tenais déjà évidemment à saluer l'ensemble des agents municipaux de la ville qui pendant pratiquement 3 mois se sont mobilisés pendant la période du confinement. Je pense que vous l'avez fait et je l'espère que vous l'avez fait de manière plutôt interne au sein des services. Je tenais ici à le faire de manière publique avec l'ensemble de notre assemblée nouvellement élue. Donc de saluer et remercier l'ensemble des agents de la ville qui se sont mobilisés et qui ont été présents alors que les risques étaient évidemment nombreux pour certains. De manière plus globale et plus générale, nous nous sommes rendus compte, pendant cette période de confinement que les personnes qui étaient les plus soumises à risque et qui étaient les plus présentes sur ces temps où les Clésiens et de manière plus générale les Français avaient besoin d'eux, sont les personnes qui étaient évidemment malheureusement les moins bien rémunérées dans notre pays. Nous l'avons vu avec certains agents de la ville, nous l'avons vu avec le personnel hospitalier, nous l'avons vu avec certaines entreprises de services ou de grande distribution. Et je souhaite ici qu'on puisse les saluer tous parce qu'ils ont évidemment été un lien de solidarité entre les Clésiens, entre les Français pendant ces 3 mois compliqués. Et comme petite conclusion que j'aimerais amener sur cette remarque, je pense qu'il est peut-être temps à un moment donné que l'on puisse commencer à revoir aussi la manière dont on rémunère nos agents, que ce soit dans le public comme dans le privé, et que la question de l'utilité, en fait, l'utilité sociale des personnes qui travaillent au service de leurs concitoyens soit aussi prise en compte dans la question de la rémunération de ces derniers. Merci. Vous avez salué le personnel en introduction. Moi, je m'apprêtais à le faire en conclusion, en espérant qu'il y ait une unanimité sur cette prime. Donc, je vais la mettre... non. Merci beaucoup, Marc Lerouge. Je me présente, si c'est toujours le cas, pour l'enregistrement. J'avais juste simplement une question entre la délibération et le document. Il est indiqué: les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle sont définies par délibération. Et sur le document suivant, dernière ligne, les 2 dernières lignes, ce montant est individualisé et peut varier suivant l'implication, le temps consacré, l'importance de la mission, son exposition. 3 petits points. Et j'aurais simplement voulu savoir s'il est possible d'avoir un tableau, un barème, quelque chose d'un petit peu plus précis, si cela existe. Comme je l'ai expliqué en introduction, tout cela est à l'initiative et à l'appréciation de la hiérarchie. Ces appréciations sont en cours. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y aura entre 110 et 120 personnes qui bénéficieront de cette prime, mais avec des montants très différents, puisque ça va être en fonction de l'exposition, en fonction du surcroît de charges. Cela représentera de l'ordre de 50 000 € pour l'ensemble de la collectivité. Tout ça est à l'initiative et à l'appréciation de la hiérarchie au travers des différentes précisions qui sont sur la note et que vous avez citées. Bien, merci beaucoup. Ça donne pas, enfin, c'est très bien. Évidemment, on votera pour cette délibération. Il n'y a absolument aucun débat là-dessus. Je ne vais pas rajouter avant vous et après Monsieur Hu, mais les modalités, enfin, c'est pas. Je comprends que ce soit à l'appréciation de la hiérarchie, mais pour autant, les modalités d'attribution définies par délibération, ça semble pas, pour l'instant en tout cas, très clair. Mais évidemment, nous voterons pour. C'est aussi clair que cela peut l'être compte tenu de l'appréciation de la hiérarchie qui prendra en compte ce que j'ai essayé de définir au mieux. Donc, unanimité, je vous remercie pour cette première délibération et pour saluer l'ensemble du personnel. Micro. Oui, vous dites votre nom, s'il vous plaît. Oui, Mathieu Seval. Oui. Juste une question par rapport, vous avez mentionné le CCAS. Est-ce que le comité technique paritaire a été sollicité aussi sur ce sujet? Je ne sais pas s'il y a eu un CCTP. Il y a eu alors donc il a été
Oui, voilà, par vidéoconférence, parce que je savais très bien qu'il n'avait pas eu lieu sur le plan physique. Merci. Mais je ne doute pas que le CCTP a donné un avis favorable. Je propose donc à présent de passer à la délibération suivante. Tout le monde semblait d'accord, mais il faut quand même voter. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Monsieur Hu. Merci. Merci pour cette unanimité et pour le personnel. La délibération suivante est une délibération concernant la modification des tableaux d'effectifs avec, comme il voulait préciser sur cette note, des créations de postes, mais en fait ce ne sont pas des créations de postes, ce sont des créations de grades. Donc il s'agit des créations de grades pour permettre à un certain nombre de collaborateurs d'obtenir ce grade. Ensuite, nous présenterons lors d'un prochain conseil municipal les suppressions des anciens grades. Vous avez une création pour un adjoint administratif dans la filière administrative, une création dans la filière sociale pour une ATSEM et une création pour un adjoint technique dans la filière technique, c'est-à-dire 3 changements de grade, 3 créations de grade. Y a-t-il des questions? Non, donc je vous propose de mettre au vote qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Merci pour cette unanimité. Donc, à présent, nous allons passer sur une partie plus substantielle par rapport à cette délibération de création de grades, qui est les comptes administratifs, le compte de gestion, l'affectation du résultat et le budget primitif. Par ordre de logique, je propose, par rapport à la note qui vous a été présentée, tout d'abord de présenter le compte de gestion du trésorier payeur avant le compte administratif de la ville, ce qui me paraît beaucoup plus logique. Et je vais passer la parole à ma collègue Catherine pour présenter cette partie budget et compte administratif. Bonsoir à tous, Catherine 1. Donc nous allons commencer par le point sur le compte de gestion. Donc ça consiste à valider l'accord que nous avons avec le trésorier payeur. Donc nous constatons que nous sommes d'accord avec toutes les opérations qui ont été retracées dans le compte de gestion du trésorier payeur. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Non? Je reprécise juste que tous les chiffres du compte de gestion, vous pouvez les retrouver sur le compte administratif lui-même, mais on vous fera grâce de tout pointer. Donc s'il n'y a pas de questions, je vais mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Donc nous passons ensuite au compte administratif 2019. Donc je vais vous présenter les chiffres principaux du compte administratif de la commune. Les résultats 2019, donc on a un total de recettes de 36,4 millions d'euros pour un total de dépenses de 34,1 millions d'euros, ce qui nous donne un résultat de l'exercice de 2,3 millions d'euros, 1,5 million en section de fonctionnement et 800 000 euros en section d'investissement. En prenant en compte le report d'exercice 2018, on arrive à un total de résultats cumulés de 3,4 millions, 1,9 million en fonctionnement et 1,5 million en investissement. À noter les restes à réaliser dans la section d'investissement en recettes et en dépenses pour respectivement 6,1 millions et 7,1 millions, ce qui nous donne un résultat global de 2,4 millions. Sur les recettes réelles de fonctionnement 2019, on a atteint 26,1 millions d'euros, soit un taux d'exécution de 107,6%, qui s'explique par le compte 77, les produits exceptionnels, qui correspondent donc à les ventes de terrain, qui n'étaient pas prévues dans le budget, donc on a un taux d'exécution supérieur à la prévision. Ce qu'on note d'important sur la partie recettes de fonctionnement, c'est l'importance des impôts et taxes qui représentent 72% des recettes de la commune. Et dans ces 72%,
Nous avons donc 36% sur les taxes foncières, bâties et non bâties, qui pour le coup sont les seules taxes qui peuvent encore évoluer, la taxe d'habitation qui représente 25% et l'attribution de la compensation de Saint-Quentin-en-Yvelines pour 31%. Sur les dépenses réelles de fonctionnement, nous avons atteint un montant de 21,8 millions d'euros, soit 96,4% de taux d'exécution. En ce qui concerne la répartition des charges, bien évidemment, le premier poste de dépense, les dépenses de personnel pour 64% et les charges à caractère général pour 26%. Les taux d'exécution qui sont plutôt satisfaisants pour l'exercice, puisqu'on a un taux d'exécution de 98,7% pour les charges à caractère général et de 98% pour les dépenses de personnel. Alors, un taux d'exécution de 0% sur les dépenses imprévues, ce qui signifie que nous n'avons pas eu de dépenses imprévues, ce qui est plutôt bien au niveau de la gestion, pas de mauvaise surprise. Sur la partie investissement, des recettes à hauteur de 10,3 millions et des dépenses à hauteur de 9,5 millions. Donc, les recettes qui financent donc la section d'investissement, 3 millions d'euros de subventions d'investissement, 1 million d'emprunts et dettes, 2,2 millions d'excédents de fonctionnement capitalisés sur les exercices précédents, des dotations et des fonds divers pour 1,2 million d'euros, le virement de la section de fonctionnement pour 1,05 million et des opérations de transfert entre sections pour 1,3 million. Nous avons donc dépensé 9,5 millions, ce qui représente 3,8 millions sur les opérations d'équipement, 3,5 millions sur les immobilisations corporelles, et nous avons remboursé 1,65 million d'euros sur les emprunts. Les principaux investissements 2019 hors remboursement d'emprunts, la halle du marché pour 2,1 millions, la rénovation du gymnase Baquet pour 1 million, la réhabilitation du tennis pour 600 000 euros, une opération mise aux normes des voiries pour 900 000 euros, la restructuration de Winnicott pour 600 000 euros, la rénovation de la salle 2 du cinéma pour 160 000 euros et la vidéoprotection pour 180 000 euros. Alors, bien évidemment, ça ne recense pas la totalité des dépenses d'investissement qui sont listées dans le compte administratif. J'ai repris les éléments principaux les plus importants. Enfin, un petit point sur la répartition des emprunts au 31 décembre 2019. Donc, les emprunts sont classifiés dans des catégories A, B, C, D, E, comme vous le savez. Donc, en termes de nominal, tous les emprunts existants aujourd'hui représentaient au démarrage 28,2 millions d'euros, 60% dans la catégorie A, 22% dans la B et 18,6% dans la E. Aujourd'hui, donc au 31 décembre 2019, il reste 15 millions d'euros, donc 80% dans la catégorie A, 9% dans la B et 10% dans la E. Sachant que toutes ces catégories d'investissement sont des catégories d'investissement qui sont classifiées sans risque particulier. C'est bon, j'ai fini sur cette partie. Est-ce que vous avez des questions? Des points de détail que vous souhaitez? Oui, Madame Trémont. Oui, juste une remarque dans le document que vous nous avez fourni. Nous n'avons pas été en mesure de voir le détail des chiffres dans beaucoup de pages parce que la colonne de fin a été coupée. Donc pour cette raison, nous nous abstiendrons. Alors, effectivement, c'est la première sortie du nouveau logiciel. Nous l'avons vu. Ce que je demanderais, c'est au service d'essayer de refaire une édition avec l'ensemble des chiffres et on vous les remettra à disposition. Oui, monsieur Hu. Oui, quelques remarques et questions peut-être aussi sur cet exercice budgétaire 2019. Pour commencer, vous actez une nouvelle fois du report de cession de terrain pour pratiquement 4 millions d'euros. De quel terrain s'agit-il? Cette somme représente plus de 10% de notre budget. Ces inscriptions, année après année, servent à équilibrer, comme je le démontre et comme je le dis depuis plusieurs années maintenant, votre budget, plombé, on le verra notamment par la réalisation de la halle du marché. Comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, nous sommes à la limite de l'insincérité de présentation de votre budget. Il s'agira désormais aux autorités compétentes d'en juger le bien fondé. D'autre part, pouvez-vous nous indiquer quelles sont les opérations annoncées et restées malgré tout à zéro en matière de mandat émis, les opérations en matière d'investissement? Comme nous l'avions annoncé donc à l'époque de la présentation du budget primitif, vous êtes
une nouvelle fois servi de la présentation du budget municipal en 2019 pour utiliser ce dernier à des fins de campagne électorale. Souhaitons que cela ne soit pas l'épisode Bruyère 6 ans après. Nous constatons une vente de terrain sur Puysalou pour 1,8 million d'euros. Et une nouvelle fois, nous constatons malheureusement que malgré les nombreuses questions posées lors des différents conseils municipaux il y a maintenant plus d'un an, nous ne savons toujours pas quel projet est imaginé, et j'espère qu'il est bien plus imaginé désormais, car la vente est actée sur ce terrain. C'est un véritable dédain de démocratie que de ne vouloir répondre à votre opposition, et encore plus de ne pas tenir informés les Clésiens sur ce sujet comme sur d'autres. Concernant les subventions d'investissement, nous pouvons ici formuler quelques craintes au vu du reste à réaliser en fin d'année. 40% du total prévu non réalisé, soit 2,1 millions. En effet, au vu de la crise traversée et qui malheureusement sur le plan économique ne fait que commencer, souhaitons que les engagements pris par les financeurs soient respectés. Sur diverses opérations, nous ne reviendrons pas sur le coût cumulé à ce jour du marché, car nous avons bien compris qu'au CLEI était appliquée une TVA de 100%. Espérons que celle-ci ne grimpe pas à 150 d'ici la fin des travaux, mais j'ai bien peur que nous atteignions malheureusement des records de dépenses à l'issue de ce chantier. Par ailleurs, vous indiquez sur certaines opérations, tennis, gymnase, les subventions d'équipement attribuées par le groupement de fiscalité propre dont nous faisons partie, évidemment 50 ans en Yvelines, dans le but d'afficher, et c'est une obligation aussi, mais dans le but d'afficher aussi une dépense minorée. Cependant, ces perceptions de subventions ne sont ni plus ni moins qu'un retour des recettes, notamment fiscales, perçues désormais par 50 ans en Yvelines et reversées pour des projets de ville via des fonds de concours. Ce sont donc toujours, au final, des recettes versées par les Clésiens ou nos entreprises qui sont aujourd'hui désormais fiscalement dépendantes de 50 ans en Yvelines. Sur l'opération de bâtiment IME, pouvez-vous nous en dire plus? Une somme de 15 000 € pour études de mémoire a été dépensée et des crédits votés en 2019 ont été annulés. Quel est votre projet sur cette partie de la rue Henri Proulx? Les élections sont passées, vous les avez remportées comme on a pu malheureusement le constater, avec certains excès. Vous pouvez, je pense, maintenant dévoiler désormais ces projets, bien que nous ayons tenté, nous, d'alerter les Clésiens sur l'avenir de ce cœur historique de la ville. Enfin, je voudrais terminer la lecture rapide de ce compte-rendu financier de l'année 2019 par 2 points sur le budget de son fonctionnement, à savoir le lourd tribut que nous payons à votre politique non solidaire, puisque nous avons versé en 2019 près de 350 000 € en amendes et reversements en fonds de solidarité de la région Île-de-France en raison du non-respect de l'objectif de réalisation de 25% de logements sociaux sur la ville, une des causes malheureusement du départ de nombreux jeunes de notre commune. Le second, sur le même plan, est la non-utilisation de près de 10%, 8% exactement, du budget du CCAS, près de 50 000 €. Cette remarque est récurrente et comme nous l'avons constaté pendant cette période de confinement où, avec notre équipe, avec notre liste, nous sommes allés à la rencontre de nombreux Clésiens fragiles et vulnérables, beaucoup d'entre eux ne connaissent pas l'existence de ce service et qu'il serait enfin temps d'étoffer l'équipe qui fait ce qu'elle peut, et je les en félicite à chaque fois, avec les moyens dont elle dispose. Les actions proposées afin d'éviter de laisser de trop nombreux Clésiens en dehors des radars de la ville seraient désormais à mettre en place au sein de notre commune. Merci. Première réponse de ma part, Monsieur Hue, si vous avez besoin d'explications précises sur des articles, je vous demanderai de les noter et Madame 1 vous répondra article par article. Après, pour ce qui est de votre présentation générale, je vois que par rapport à l'an dernier, c'est guère mieux en termes de présentation, parce que l'an dernier, vous nous aviez une nouvelle fois reproché de mettre un certain nombre de sessions qui ne se réaliseraient jamais. Or, je vous ferai remarquer que la session de Puysalou, effectivement, a eu lieu cette année. Nous avons vendu sans conditions suspensives. Nous savons que l'investisseur a un certain nombre de projets qui sont d'ailleurs vus également avec Sky. Et je vous rappelle que c'était un terrain que nous avions acquis à 100 000 € et que nous avons revendu 1,65 million d'euros. Vous venez également de parler d'amendes que nous devions payer au niveau de la région pour 300 et quelques mille euros.
Ce n'est pas du tout ça, c'est le FSRIF. Ce ne sont pas des amendes liées à la non-réalisation du quota de logement social à 25%. Je vous rappelle que nous sommes d'ailleurs à 24,9%. Vous avez posé une question sur l'ensemble des restes à réaliser sur des opérations pour lesquelles il n'y aurait pas de dépenses pour l'instant. Effectivement, j'ai toujours, depuis un certain nombre d'années, essayé de gérer en répartissant petit à petit les budgets et en raisonnant par programme. C'est pour ça que nous avons déjà doté, et c'est dans les restes à réaliser, 600 000 euros pour la rénovation du quartier ouest au niveau de la place Mandela. C'est pour ça aussi qu'au niveau de tout ce qui est numérique, j'ai doté en clôture un peu plus de 760 000 euros pour l'ensemble du plan numérique qui se déroulera d'ici 2022. Et sur les années à venir, je continuerai à procéder comme ça. Ensuite, vous avez mis en doute les subventions qui nous ont été accordées par le département, par la région ou par Sky. Alors, à propos de Sky, je pense que vous n'avez pas tout à fait suivi la notion des fonds de concours à Sky. À Sky, nous avons des attributions de compensation qui ont été calculées sur la base de la fiscalité que nous avons amenée à Sky. Vous avez le chiffre précis, c'est un peu moins de 6 millions d'euros. Les autres fonds de concours qui ont servi notamment pour le complexe tennis paddle, ce sont des fonds de concours spécifiques issus du pacte financier que nous avons négocié avec Sky. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Enfin, pour le marché. Le marché, enfin, une TVA à 150%, vos propos, bon, quand on voit la situation actuelle, comme vous le disiez, avec un certain nombre de personnes qui souffrent, je pense que ce sont des propos qui sont un petit peu en marge. Le marché, je vais vous faire un bilan très rapide. Idem pour le marché, j'avais programmé un certain nombre de budgets sur plusieurs exercices. Et la première année où nous avons doté le premier budget du marché, cela ne représentait pas la totalité du coût prévisionnel. Par contre, et je l'admets avec vous, par rapport au coût initial que nous avions envisagé, il y a eu un certain nombre de dépassements, mais ce dépassement, il n'est pas du fait du financier. Le rôle du financier, c'est justement de prévoir que ce dépassement puisse être absorbé. Ça a été mon rôle et c'est ce que j'ai fait. Le marché, donc, en finale, aujourd'hui, est prévu à 4,6 millions d'euros. Pour le financement de ce marché, nous avons eu 300 000 euros de subventions de la part du département. Nous avons eu 900 000 euros de subventions de la part de la région. Nous récupérons en finale 750 000 euros de TVA. Nous avons cédé des droits à construire sur l'ancienne halle de marché pour 1 650 000 euros, ce qui fait une somme de recettes de financement de 3,6 millions d'euros. Et donc le marché reviendra aux Clésiens à 1 million d'euros. Voilà des chiffres précis. Oui, Bertrand, vas-y. Pardon, je souhaitais juste réagir et répondre à M. Hu, qui, année après année, pose les questions du taux d'utilisation du CCAS. Donc je crois qu'on était à peu près une année record, puisque 92% du budget du CCAS a été utilisé. Donc il y a, soit on regarde le verre à 92% plein, soit on regarde le verre à 8% vide. Vous préférez regarder le verre à 8% vide. Ça me permet de parler du montant colossal qui est investi par la ville sur les actions, ce qu'on appelle facultatives, dans le cadre du CCAS. C'est plus de 600 000 euros qui sont investis sans caractère obligatoire, de façon à maintenir la vie des habitants. Je citerai les actions qui ont été extrêmement importantes lors du Covid, vous l'avez dit vous-même, le maintien à domicile, le bus du CCAS, tout ça, ce sont des actions qui sont voulues par les administrateurs du CCAS, dont le financement est très largement porté par la ville. Donc, utiliser 92% du budget, c'est plutôt être
bon gestionnaire, prévoit relativement bien, malgré pendant la période Covid. Donc je pense que c'est plutôt se féliciter de ça. On ne sera jamais à 100%. Peut-être que vous préférez être à 120%, c'est-à-dire dépenser plus que ce que vous avez prévu. Je ne sais pas. Ce n'est pas notre cadre, en tout cas, là-dessus. Quant à la connaissance des gens du CCH, je vous remercie beaucoup pour le portage de repas que vous avez fait vous-même sur quelques semaines. Et effectivement, on a pu s'apercevoir que c'était important de pouvoir s'adresser directement aux personnes, de toquer à toutes les portes pour essayer de définir quelles personnes étaient isolées ou pas. Et je souhaite que vous puissiez continuer sur les quartiers. Ça a été très utile. Merci beaucoup, monsieur Hu. Oui, monsieur Hu, allez-y. Ouais. Merci, merci pour votre condescendance dont on est maintenant assez habitué, dont vous êtes coutumier du fait, mais je passerai là-dessus parce que très sincèrement... C'est pas une condescendance, c'est du, très sincèrement, c'est du factuel. Je vous réponds juste, monsieur. Je vous remercie, j'ai la parole, je vous remercie. Très bien. Je ne rebondirai pas dessus, ça n'a que très peu d'importance. Et ce que je dis là n'engage que moi sur ce que vous dépensez pour le CCAS. Nous avons, nous, constaté, oui, à ce moment-là, qu'il y avait de nombreuses personnes qui étaient en dehors des radars. Je n'incrimine personne, je dis simplement qu'il y a un budget au CCS qu'il serait bon de consommer à 100% parce que nous avons, rencontré des personnes qui ne connaissaient pas les attributions et les compétences du CCS. Donc je ne suis pas un employé municipal, je fais des actions et nous avons fait des actions à titre bénévole et j'espère que les services publics que nous représentons ici s'empareront de ce sujet. Je reviens sur deux choses, Monsieur Guiguen. Sur la question des cessions, vous n'avez toujours pas répondu sur les 3 150 000 euros sur les cessions, il reste à réaliser et quelles sont réellement ces cessions qui sont indiquées, enfin en tout cas qui sont indiquées de manière globale et qui ne sont pas indiquées de manière détaillée. Sur les 350 000 euros, je pense que vous ne m'avez pas compris, ou alors vous avez botté en touche pour justement faire en sorte de minimiser la politique non solidaire que vous avez installée sur les Clés-sous-Bois depuis quelques années. Vous avez botté en touche parce que moi, je vous fais le détail très précis. C'est 40 000 euros, 39 000 euros précisément d'amende pour non-respect de la loi SRU et donc des 25% qui nous engagent auprès de l'État et auprès de la préfecture. Et c'est 320 000 euros de reversement au Fonds de solidarité de la région Île-de-France, tout à fait. Le Fonds de solidarité de la région Île-de-France s'appuie dans un de ses axes, et un de ses principaux axes, justement, sur le non-respect de taux de la loi SRU. Et vous le signalez vous-même, d'ailleurs, et on le verra dans la prochaine délibération, vous l'indiquez vous-même en indiquant que pour la 3e année consécutive, nous avons un fort taux de reversement au Fonds de solidarité de la région Île-de-France, puisque vous allez, je crois, me souvenir, prévoir 380 000 euros pour l'année prochaine. 3 années, ce qui correspond aux 3 années de non-réalisation de vos projets en matière de réalisation de logements sociaux. C'est totalement faux, monsieur Hu. Je ne pourrais pas vous le démontrer ce soir, mais le calcul du SRIF ne correspond pas au calcul que vous venez de faire. Je vais répondre par contre, pour ce que je peux le faire au niveau du détail des sessions qui restent et qui sont mis dans les restes à réaliser. Il y a le reste à réaliser de l'immeuble à la place de l'ancienne halle, et il y a le reste à réaliser de la cession du centre des Bruyères, ainsi qu'un petit reste à réaliser sur la ruelle Mathieu. Juste une dernière remarque. Donc, si j'entends bien, donc le terrain des Bruyères n'est toujours pas cédé. Il y a une promesse de vente. Ça. Bah, oui. Donc, juste pour rebondir sur quelques propos dont certains se font écho à travers les réseaux sociaux. D'ailleurs, il va falloir que vous gériez un petit peu les réseaux sociaux. Et réciproquement. Parce que j'entends tout et je lis tout et n'importe quoi à travers les réseaux sociaux. Donc, pour démonter ce qui est dit par certains de vos adjoints ici, le terrain donc, des Bruyères n'est pas vendu, la cession n'est pas faite. Vous savez très bien, monsieur Hu, qu'il y a une promesse de vente. Vous savez très bien qu'il y a une association qui a fait un recours, et puis on verra. Vous savez très bien qu'il y a une promesse de vente.
Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de mettre aux voix par rapport à ce compte administratif. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Nous allons passer à présent à la présentation donc, par Catherine au niveau du budget 2020. Ah, l'affectation du résultat, oui, il faut les faire avant. Je vais aller trop vite, vas-y. Donc pour terminer sur les informations, donc sur l'exercice 2019, l'affectation du résultat. Donc nous avons vu tout à l'heure que nous avons un résultat cumulé section de fonctionnement et d'investissement de 3,4 millions d'euros. Donc les 1,85 millions d'euros en section de fonctionnement, la proposition est d'affecter 350 000 euros au fonctionnement et 1,5 million à l'investissement. Et le résultat de la section d'investissement, bien évidemment affecté à l'investissement, à hauteur de 1 520 000 euros. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon. Pardon? C'est bon? Oui. Il n'y a pas de questions. Donc, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Donc, j'avais été un petit peu trop vite. Effectivement, le point suivant sera le budget. Et avant de passer la parole pour la présentation de ce budget, je voudrais faire passer 2 ou 3 messages. Parce que, Monsieur Hu, vous n'avez absolument pas le monopole du social. Il sera proposé dans ce budget, même si vous n'avez pas de délibération spécifique à ce Conseil, pour la 10e année consécutive, un gel des taux. Et deuxième point, nous avons souhaité également proposer le gel de l'ensemble des tarifs municipaux pour le prochain exercice. Et ce budget a été bâti avec ce principe. Enfin, je souhaite remercier les services financiers puisque nous avons bâti 2 budgets. Le premier budget était terminé, bien entendu, avant l'impact Covid et nous avons refait un second budget. Ce second budget, avec l'impact Covid, se traduit par une dégradation de l'autofinancement de 600 000 euros, puisque nous allons avoir 350 000 euros de dépenses en moins, mais un impact beaucoup plus important au niveau de recettes, avec 950 000 euros de recettes en moins. C'est ce qui explique une dégradation de cette capacité d'autofinancement de 600 000 euros. Voilà, en préambule, et je passe la parole à Catherine pour présenter plus en détail ce budget. Donc les points importants sur le budget 2020, donc comparatif avec le budget 2019, on avait une section de fonctionnement à 24,3 millions d'euros. Pour le budget 2020, elle est à 23,2 millions d'euros. Sur la partie recettes, donc les ressources propres qui sont impactées par évidemment les périodes d'ouverture des services, donc une réduction de la prévision de 500 000 euros, une réduction des impôts et taxes sur les droits de mutation de 200 000 euros, et au niveau des dotations et subventions, une baisse des participations de la CAF et une diminution de la dotation globale de fonctionnement de 300 000 euros, donc une diminution des recettes de 1 million d'euros. Sur la partie dépenses, impact également de la période de confinement, donc sur les charges à caractère général, la période de confinement et l'absence des clécibelles en 2020, 700 000 euros de dépenses en moins. Sur la partie frais de personnel, une augmentation de 0,18%, un ajustement bien évidemment sur le réalisé de 2019, plus la prise en compte de l'impact du GVT, glissement vieillesse technicité, pour 300 000 euros. Les dotations pour dépenses imprévues sont chiffrées à 100 000 euros au lieu de 200 000 euros. Et on a une réduction du virement à la section d'investissement de 500 000 euros, puisque le résultat de la section de fonctionnement est à 200 000 euros au lieu de 700 000 euros. Donc une diminution des dépenses de 1 million d'euros. Donc les éléments qu'on va retrouver dans le graphique suivant, donc sur tout ce qui est produit des services, on était à 2,6 millions d'euros, on est à 2,1 millions d'euros. Sur les impôts et taxes, 18,84 et on passe à 18,63 avec la petite baisse de 200 000 euros.
Et sur la partie dotation-subvention, de 2 057 000, on passe à 2 032 000. Sur la partie dépenses, donc sur les charges à caractère général, on était sur un total de 5,7 millions et on est sur un total de 5 millions. Sur les charges de personnel, 14,4 millions, on passe à 14,7 millions. Les dépenses imprévues qui diminuent de 100 000 euros et les opérations d'ordre de transfert entre sections qui diminuent de 500 000 euros. Sur la section d'investissement, des dépenses et des recettes équivalentes, 5,7 millions d'euros. Donc des produits de cession pour 900 000 euros, des dotations fonds divers de 1,2 million d'euros, emprunts et dettes 1,75 000 euros, des opérations d'ordre de transfert entre sections 1,13 million d'euros, le résultat de fonctionnement de 200 000 euros et des subventions d'investissement de 500 000 euros qu'on réévoquera tout à l'heure. Sur la partie dépenses, le remboursement des emprunts pour environ 1,8 million d'euros et des opérations d'investissement, donc la partie opérations d'équipement, les opérations suivies pour 1,3 million d'euros, des immobilisations corporelles pour 2,4 millions. Les principaux investissements, c'est plus facile avec le détail que de parler d'immobilisation corporelle ou non. Donc le plan pluriannuel d'investissement des écoles pour 350 000 euros, le plan pluriannuel d'investissement pour les bâtiments 150 000 euros, pour le sport 100 000 euros, 500 000 euros pour les voiries et réseaux, 330 000 pour les bâtiments, 300 000 pour l'informatique. Pour l'école Jaurès, 500 000 euros, 700 000 euros parking et centre d'Esnos. Et les autres secteurs, donc, qui vont regrouper la restauration, le scolaire, 670 000 euros. Est-ce que vous avez des questions sur le budget, des points que vous souhaitez aborder ? Oui, monsieur Hu. Quelques remarques donc sur la présentation du budget de la ville, qui est évidemment impacté par l'épisode que nous traversons, vous venez de l'indiquer. En préambule, je crois qu'il est important de constater que lors du premier trimestre de cette année, 500 000 emplois ont été détruits en France et ce sont à terme, sur l'année 2020, à terme de l'année 2020, 900 000 emplois qui devraient disparaître selon les prévisions de l'UNEDIC. Il me paraissait donc utile de rappeler ces chiffres en indiquant que le budget prévisionnel de cette année que nous votons avec un décalage tout à fait compréhensible au vu du report du second tour des élections municipales devrait prendre en compte les besoins en matière de solidarité à l'échelon local. En effet, notre ville n'échappera pas à la règle et malheureusement, nombre de Cléciens du secteur privé ou encore soumis à l'intérim, le plus fort taux de destruction d'emplois à ce jour, seront impactés par ce tsunami social et économique. Aussi, nous aurions souhaité que ce budget prenne en considération ces besoins, notamment en accroissant le budget du CCAS. C'est une demande, monsieur Coquard, tout en opérant un transfert de dépenses vers ce poste. Par exemple, pourquoi avoir choisi d'augmenter le budget publication et catalogues et imprimés, certes à la marge, mais pour une demi-année d'exercice, dois-je rappeler. Peut-être aurions-nous pu aussi réviser quelque peu le budget fêtes et cérémonies, qui pour 6 mois n'est revu à la baisse que de 15%, alors que rappelons que certaines cérémonies ont déjà été annulées, de fait est tout à fait normal, comme le 8 mai, le 19 mars ou autre, qu'il y a de forts doutes pour qu'évidemment le 14 juillet, ou en tout cas le feu d'artifice de 14 juillet ne se déroule, et que nous aurions donc pu évidemment rebasculer ces quelques milliers d'euros vers un budget solidaire et social. Et je n'en prétends pas avoir le monopole, je le laisse à la sagacité de l'ensemble de notre Assemblée. Enfin, et parce que cela sera l'objet d'une prochaine délibération, il aurait été aussi intéressant que les indemnités du maire et de ses adjoints soient elles aussi révisées. C'est un budget de 129 000 euros à l'année, et opérer un geste symbolique, peut-être ponctuel, sur ce budget, sur cet article, sur cette ligne, aurait été, je pense, bien perçu par les Cléciens à l'heure où nous devons nous montrer solidaires les uns des autres. Enfin, puisque nous sommes toujours sur le volet de la solidarité, si vous aviez installé une véritable politique de solidarité, M. Guiguen, je le martèle et je continuerai de le marteler, nous ne serions pas aujourd'hui contraints de verser pour la 3e année de suite, comme vous l'indiquez, 420 000 euros
en amende pour non-respect de la loi SRU et en reversement au Fonds de solidarité de la région Île-de-France. Pour revenir sur la présentation de votre budget ce soir, je veux déjà remettre au goût du jour une vieille citation qui prend son sens à la lecture de ce budget. Les promesses de campagne et les intentions préélectorales n'engagent que ceux, malheureusement, qui y croient. En effet, exit les opérations sur la place Mandela. Une nouvelle fois, vous abondez le budget du marché de 100 000 €. Il va falloir un jour, vous venez de le faire tout à l'heure, mais nous attendrons la fin du chantier total, que vous indiquiez aux Clésiens quel est désormais le véritable coût de ce gouffre financier qui avait été, et vous l'avez indiqué tout à l'heure, mal prévu au départ. Pour compenser la pente haussière vertigineuse de cette réalisation, vous contractez un emprunt de 1 750 000 €. Alors oui, en effet, vous allez vous targuer de ne pas augmenter les impôts des Clésiens cette année, mais si le prix pour cela est l'endettement de la commune, pour des projets mal ficelés tant sur le plan financier que sur le plan de la concertation, l'un dans l'autre, ce sont les Clésiens qui supporteront au final cette dérive. Pour continuer sur notre marché, mais là sur l'aspect de son fonctionnement, pouvez-vous nous dire quel est le manque à gagner pour la ville en matière de recettes en passant pour la première année sous DSP, sous délégation de service public, pardon, pour ceux qui nous suivent ici. En effet, les droits de place diminuent de 112 000 €. Quant aux droits consentis par le nouveau délégataire, ils sont, je crois, bien inscrits en 70, sur l'article 70-323. Ce qui indique donc une perte de 30 000 € sur le budget de la ville, alors que les commerçants ont vu, eux, leurs tarifs de location de places augmenter, notamment en raison de l'application désormais d'un taux de TVA qui n'existait pas jusqu'ici sous le format de la régie publique. Satanée TVA clésienne, j'aimerais dire. Enfin, en matière de recettes, nous constatons une chute vertigineuse des subventions et vous inscrivez une nouvelle session pour près de 900 000 €, dont nous vous demandons évidemment la raison. En constatant donc la baisse de dotation et participation en fonctionnement ou la baisse de subventions des différents organismes ou collectivités partenaires qui, au vu de la crise, ne va certainement pas être l'effet d'un seul budget, il va falloir donc que tous les soutiens dont vous vous réclamiez pendant la campagne ne vous fassent pas faux bond. Que les Clésiens soient indulgents à votre égard quand vous organiserez votre premier référendum qui aura pour question l'augmentation de la fiscalité locale comme vous y êtes engagé, et surtout que vous cessiez de vendre les réserves foncières de la ville à tour de bras aux premiers promoteurs venus. Car une commune qui n'a plus de patrimoine ne peut proposer un véritable projet de ville, un véritable projet de vie, ce que nous vous réclamons depuis plusieurs années maintenant. Merci. Bon, je vais répondre à un certain nombre de vos questions. Je ferai une réponse écrite pour d'autres. En préalable, je partage votre appréciation globale sur ce qui va se passer dans les 6 mois à venir avec la crise économique et sociale et malheureusement la projection de perte de 900 000 emplois. Cependant, ce n'est pas au niveau de la commune, vous en doutez bien, que nous allons pouvoir créer des emplois et contribuer à limiter cet effet. Au niveau de la commune, nous avons des possibilités pour effectivement jouer sur la solidarité. On vous avez parlé du budget du CCAS. Effectivement, nous avons laissé le budget du CCAS au même niveau. Néanmoins, il ne vous a pas échappé que dans ce budget-là, nous avons une dépense imprévue de 100 000 € et que dans le report, dans l'affectation du résultat que l'on a fait tout à l'heure, j'ai demandé à ce que toute cette affectation de résultats ne soit pas positionnée en investissement, mais vous avez un peu plus de 300 000 € qui sont en fonctionnement, donc avec la possibilité, si c'est nécessaire, d'aller puiser dans cette réserve. Ensuite, vous avez dit disparu la place Mandela. Pas du tout. Je vous ai répondu tout à l'heure que dans les reports, vous avez 600 000 € pour ce projet de la place Mandela qui va démarrer au cours de cet exercice et qui s'achèvera peut-être en 2021, peut-être en 2022. Ça va dépendre de ce à quoi nous allons aboutir avec les Clésiens qui seront consultés.
Ensuite, vous avez refait le même amalgame sur le Fonds de solidarité d'Île-de-France. Je ne vais pas vous faire la même réponse que tout à l'heure. Ce n'est pas parce que nous sommes à 24,9% de logements sociaux que nous payons 300 000 euros. Non. Le SRIF et le FPIC sont calculés notamment à partir des potentiels fiscaux. Vous le savez très bien. Ensuite, vous avez parlé en anticipation sur les indemnités des adjoints et la solidarité du maire. Alors là, Monsieur Hu, je pense que vous n'avez pas bien regardé, parce que l'indemnité du maire, justement, que je propose tout à l'heure, mon indemnité, je la baisse de 15%. Premier point. Et deuxième point, je ne prendrai pas de voiture de fonction ou de service comme c'était au préalable. Effectivement, les indemnités des adjoints, parce que je vais demander beaucoup aux adjoints dans cette équipe, sont un peu supérieures à celles qu'il y avait dans le mandat précédent, mais globalement, nous restons en dessous de l'enveloppe qui est autorisée. Ensuite, le coût du marché. Je pense que le coût du marché, je vous ai répondu. Après, vous avez parlé d'un endettement d'1 750 000 euros. Il faut aller prendre la partie remboursement, parce que l'endettement, pour cette année à nouveau, sera nul. Ensuite, vous avez parlé de pertes liées aux recettes par rapport à la DSP. Normalement, il n'y a pas de perte. Je sais qu'il y a eu une augmentation de TVA, donc je vous répondrai de façon plus précise à partir des derniers chiffres. Voilà ce que je voulais vous dire. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Oui, moi j'ai juste une question sur le budget dédié à l'informatique. Qu'est-ce qui est inclus dedans? Parce que 300 kilo-euros, c'est quand même pas mal. Je vous ferai une réponse précise entre le hard et le soft de ce qui est prévu. Bien sûr, pas de problème. Il faut savoir que l'informatique, nous sommes sur une année où effectivement il y aura plus d'investissements qu'il y avait sur les années précédentes. Je vous ferai une réponse précise. Ah, vous n'aviez pas fini, monsieur? Non, je voulais juste revenir sur 2-3 affirmations que vous venez de faire à l'instant. Oui. Concernant les 420 000 euros prévus entre les frais d'amende que nous devons au titre de la loi SRU non respectée et des 380 000 euros prévus, c'est pas 24,9%, c'est 24,6% de logements sociaux sur la commune. 0,3 ça compte, monsieur, c'est à peu près 40 ou 50 logements. Et en effet, le potentiel fiscal de la ville est pris en compte dans le fonds de solidarité de la région Île-de-France, mais pas uniquement. Il s'agit bien évidemment de la projection, et en tout cas du respect de la projection que nous avons aussi signé et co-signé avec la préfecture, qui est aussi regardée, et donc le non-respect des 25% de logements sociaux sur la commune. C'est bien pour ça que ce fonds de solidarité de la région Île-de-France a été mis en place pour évidemment intervenir sur d'autres communes qui, elles, payent un lourd tribut parce que nous ne répondons pas à nos engagements. Sur l'emplacement de la dont acte, j'entends donc ici que vous souhaitez donc à partir de cette année qu'il y ait un projet de réaménagement de réhabilitation. Oui. Simplement, indiquez-le dans les opérations, ce n'est pas indiqué. Ce n'est pas indiqué, donc sinon je ne l'aurais pas souligné. Et je pense que, évidemment, il peut y avoir quelques craintes à ce sujet-là. Sur la question évidemment des solidarités, je n'ai pas indiqué ici que la ville devait absolument créer de l'emploi, c'est évidemment pas dans ses compétences. Par contre, c'est dans sa compétence de proximité de pouvoir être un amortisseur social en matière de solidarité. Je pense que c'est évidemment très important de pouvoir compter sur la commune lorsque l'on a des soucis qui sont ponctuels, et j'espère ponctuels pour nombre de Cléciens. C'était à peu près tout sur les points sur lesquels je voulais revenir. Alors, je vais vous répondre que vous avez mal lu votre compte administratif. Si vous allez en page 28, vous avez le reste à réaliser de la place Mandela. C'est
Oui, vous êtes sur le compte administratif. Moi, je regarde le BP. Non, mais le reste à réaliser, Oui. par définition, Oui. dans un compte administratif, ça se retrouve dans le budget. Oui. Là, vous ne l'avez pas indiqué en opération sur le compte, sur le budget primitif. L'essentiel, monsieur Hu, c'est que nous ayons ce budget, mais il est précisé. Eh bien, nous verrons au cours de l'année si l'engagement est tenu. Bon, s'il n'y a plus de questions, je propose de mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Alors, dernier point sur la partie finance en ce qui me concerne. Donc, on a évoqué tout à l'heure les 500 000 € de subvention d'investissement au titre de 2020. Donc, le fonds de concours Saint-Quentin en Yvelines qui est prévu au niveau de la répartition à hauteur de 240 000 € pour des travaux de voirie, 100 000 € pour la mise aux normes électriques des bâtiments et 180 000 € pour les travaux dans les écoles et cap ados. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Pas une question précisément sur le fonds de concours en lui-même, mais sur les opérations de voirie qui sont proposées, puisque nous avons vu, alors nous sommes passés un peu vite sur le détail, puisque vous nous indiquez maintenant qu'il faut vous envoyer des questions auparavant pour avoir les réponses en séance ou peut-être après. Je rappelle que j'en attends toujours certaines de la précédente mandature. Quels sont les travaux prévus à hauteur de 500 000 € cette année en voirie, sachant que l'année dernière, nous avions un budget d'à peu près 1 600 000 € sur ces questions de réhabilitation de voirie? Tu réponds, Françoise? Oui, je réponds. Alors, les voiries qui sont prévues pour l'année 2020, il y a toujours, et ça sera à cheval entre 2020 et 2021, les rues Bienfaisance et Parmentier, puisque la voirie, c'est nous qui la faisons, mais on l'a fait en même temps que Saint-Quentin fait l'enfouissement des réseaux et certains travaux d'assainissement. C'est d'ailleurs ça qui a retardé la réfection de ces voiries. Ensuite, il y aura la réfection de la voirie de la rue de la Brétéchelle, qui est une rue assez longue. Voilà ce qui est prévu sur ce budget. Bon. Oui, pardon. Il y a une petite coquille sur le document, c'est Véronique Coté-Millard, le maire, le signataire, donc il faudra faire la modification. Merci. Merci de la remarque. Je pense que vous l'avez vu, mais bon. Oui. C'était parti et ça a été changé. Donc, s'il n'y a plus de questions, je propose de mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci pour cette unanimité. Le point suivant concerne la mise en place et la désignation dans la commission communale des impôts directs d'un certain nombre de membres. Comme il vous l'est précisé, nous avons des représentants, à savoir élus, majorité, opposition, et ainsi des représentants des entreprises. Nous avons souhaité donc effectivement qu'il y ait des représentants de votre liste. Monsieur Hu, vous nous avez donné trois noms. Et il y avait également un nom qui était demandé à la liste de Madame Frémont pour compléter la liste que vous avez, sachant que cette liste, après, sera, entre guillemets, retravaillée par les impôts, qui, au travers des 32 noms qui sont proposés, n'en retiendra que 16, avec 8 suppléants et 8 titulaires. Pour la liste, pour ce qui est de notre liste, je serai la personne désignée. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Oui, j'ai les noms. C'est bon? Oui, j'ai vos noms, vous allez me confirmer. J'ai Madame Josiane Aonin, Madame Christine Vervin et Monsieur Gérard Lévy.
Donc s'il n'y a plus de questions, je propose de mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. La délibération suivante concerne l'indemnité proposée pour les adjoints, telle que vous l'avez sur cette note. Donc, au niveau des adjoints, 650 € bruts par mois, et au niveau du maire, 2100 € bruts par mois, ce qui fait une totale pour cette enveloppe adjoint et maire, hors conseiller délégué pour l'instant, de 7 950 €. Y a-t-il des questions? Oui. Donc Marc Le Rouge, j'ai bien noté, vous avez déjà pré-répondu tout à l'heure en parlant des indemnités du maire, donc effectivement une baisse de 15% et je vous remercie. Vous avez parlé de l'absence de voiture de fonction, ce qui tranche avec le précédent mandat. J'ai une question donc par rapport à ça, sur la destinée de l'ancienne voiture de fonction de l'ancienne maire. Alors, oui. Allez-y. Oui. La destinée, c'est que les services verront si elle est réaffectée ou pas. Moi, personnellement, je préférais qu'elle soit cédée. C'est une voiture qui avait été qui était restée en très très bon état avec Madame Côté-Millard, et symboliquement, je la vois pas réaffectée à une autre personne. Donc c'est un leasing? C'est un véhicule en leasing? Non, c'était pas un véhicule en leasing. C'est un achat? C'est un achat. D'accord. Et ma deuxième question concerne l'article 3 de la délibération, à savoir que les adjoints percevront leur indemnité à compter de la date d'effet de leur arrêté de délégation de fonction. Oui. Est-il possible de communiquer au conseil municipal ces arrêtés de délégation de fonction, puisque nous en avons appris quelques-uns par les réseaux sociaux, mais nous n'avons pas eu cet arrêté et nous n'avons pas effectivement connaissance des délégations qui ont été données aux différents adjoints. Des délégations, d'accord. Ok, pas de souci, je vais le faire. Y a-t-il d'autres questions? Juste avant que vous donniez la nomination et la délégation de chacun de vos adjoints, j'aurais trouvé intéressant qu'il soit aussi stipulé dans ces indemnités de fonction aux élus, et qui pourraient être d'ailleurs reprises dans la charte de l'élu local, peut-être localement, ou en tout cas dans le règlement intérieur, mais que la question de la présence et de l'assiduité au conseil municipal soit aussi un critère d'attribution et de versement de ces indemnités. Je ne vais pas vous faire ici le rappel de certaines us et coutumes dans le mandat passé, dont certains sont ici présents et sont les coutumiers, les anciens coutumiers d'un certain état de fait. J'aurais trouvé intéressant que tous ceux qui perçoivent une indemnité soient réellement présents, assidus, suivent le conseil municipal, soient présents lors de cette assemblée, soient présents auprès des clésiens, soient présents dans les commissions qu'ils président, et soient présents dans les diverses manifestations, représentations qui seront sous leur charge, sous leur responsabilité. Deux parties dans votre remarque, Monsieur Hu. Il y a d'une part, un peu un procès d'intention, ça que je ne peux pas accepter. Par contre, votre logique, à savoir que tout le monde doit être présent, doit s'investir, je la partage, mais il ne vous a pas échappé non plus que nous sommes partis sur un nouveau mandat. Ensuite, pour ce qui est de assujettir ça à la présence, ça n'est pas possible pour les villes inférieures à 50 000 habitants. Mais rassurez-vous, j'ai une façon de fonctionner, je souhaite et j'exigerai que le travail soit réalisé. C'est une obligation pour les villes de plus de 50 000 habitants. Nous pouvons aussi déroger derrière, nous, à mettre en place une certaine forme qui, je pense, pourrait être plus vertueuse que ce qu'elle n'a pu être par le passé. Mais ça ne peut pas être indiqué comme pour les villes de 50 000 habitants. La forme un peu plus vertueuse, comme vous le décrivez, c'est aussi à moi à la mettre en place. Et je la mettrai en place. Et on pourrait intégrer d'ailleurs la présence à 50 ans en Yvelines aussi pour nos conseillers communautaires qui doivent faire aussi présence et représenter leur ville. Et donc autant être légitime, Monsieur Hu. Tout à fait, Monsieur Coquard. Vraiment tout à fait. J'espère vous voir au prochain d'ailleurs. Ah bah, Monsieur Coquard a toujours... J'y suis régulièrement. Régulièrement, hein. Mi-juin, nous avons voté le budget de 50 ans en Yvelines pour 2020. Voilà. Donc, nous étions présents, monsieur. Bon.
Je vais répondre à vos questions sur la dénomination des arrêtés de délégation. Donc, Madame Anne Dallet, première adjointe, délégation sur la politique culturelle de la ville, la programmation et l'organisation des événements culturels et également référente du quartier centre dans les comités de quartier. Monsieur Bertrand Coquard, deuxième adjoint, délivrance et autorisation de construire, délivrance et autorisation d'occupation du domaine public, commerce, artisanat et professions libérales, actions concrètes en matière de prospective économique et notamment en lien avec Saint-Quentin-en-Yvelines, signature d'occupation des logements et un point très important que nous allons démarrer très très vite, les relations entre la ville et les bailleurs sociaux. Madame Catherine 1, affaires budgétaires et financières, budget, fiscalité, prospective et programmation financière, gestion des emprunts et de la trésorerie, bons de commande, mandat, titre bordereau, signature des comptes de gestion, affaires juridiques et contentieuses, assurance. Madame Catherine 1 est troisième adjointe. Monsieur Bilal Psikri. Relations entre la ville et le CCAS et les autres institutions pour la mise en œuvre et l'optimisation des politiques sociales. La politique en faveur des personnes les plus en difficulté. Les animations intergénérations et en direction des seniors. Le centre social Le Sémaphore. Madame Françoise Beaulieu, cinquième adjointe. La promotion de la santé sur le territoire communal, les actions en fonction de la prévention des risques et la mise en œuvre d'actions environnementales en matière de développement durable. Monsieur Jean-Jacques Lecoq, sixième adjoint. Les commissions de sécurité. La mise en œuvre d'actions liées à la sécurité urbaine par le développement des moyens de protection, les opérations de construction, d'entretien et de maintenance du patrimoine bâti communal, la gestion de la voie publique, les relations avec les villes jumelées à la commune. Madame Christiane Bontemps, septième adjointe. La conduite et l'élaboration du plan éducatif local. L'amélioration des conditions d'enseignement du premier et du second degré, la restauration scolaire, les activités périscolaires et extrascolaires, la petite enfance et la famille au travers du développement des structures d'accueil et la politique d'accompagnement à la parentalité. Monsieur Philippe Huret, huitième adjoint. L'animation du conseil local de la vie associative, les relations et les partenariats avec les associations, la promotion des activités sportives de la ville, le contrôle du bon fonctionnement des installations sportives communales, les relations avec les associations. Et enfin, Madame Martine Plassard, neuvième adjointe, la gestion prévisionnelle des ressources humaines, la formation du personnel, la présidence des instances paritaires, la signature de tous les actes administratifs relatifs au déroulement de la carrière et de la maladie, l'organisation de cérémonies commémoratives et d'accueil aux nouveaux arrivants. Voilà les délégations détaillées de l'ensemble des adjoints. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu. Et quelle est la date d'effet de leur arrêté de délégation de fonction? Le 7 juillet. Merci beaucoup. Oui. Oui, Madame Frémont. Oui, je vous remercie de nous avoir enfin donné les délégations. Moi, je vais faire une petite remarque sur la forme. Je trouve ça un petit peu dommage et pas très respectueux des clésiennes et des clésiens
d'annoncer officiellement les délégations de vos adjoints une fois que certaines ont fuité toute la semaine sur les réseaux sociaux, encore une fois. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Je vous remercie d'avoir donc indiqué officiellement qui était en charge de quoi au sein de la ville désormais et pour les prochaines années. Je m'étonne juste d'une chose, ou alors j'ai mal entendu. J'ai cru entendre que Madame Dallet, donc première adjointe, était référente du quartier centre. Je n'ai pas entendu ses pendants sur les quartiers ouest et quartiers nord. Parce que vous aurez des conseillers délégués sur chacun des quartiers, qui seront annoncés en septembre. Mais rassurez-vous, il y aura des délégués par quartier. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Oui. Le point suivant est relatif aux subventions aux associations. Philippe. Bonsoir à tous. Philippe Huret. Donc, la crise sanitaire que nous traversons a bouleversé le quotidien de tous. Et évidemment, c'est le cas pour les associations qui ont été impactées dans leur fonctionnement depuis la mi-mars. Certaines ont été contraintes d'annuler leurs activités, d'autres ont dû se réinventer afin d'assurer autant que faire se peut leurs actions au service des autres. Il faut ici saluer leur investissement. Cette période inédite a conduit la ville à repousser le vote des subventions aux associations après s'être assuré auprès d'elles que leurs finances pouvaient supporter ce délai inhabituel. Consciente plus que jamais de la richesse du monde associatif clécien et de sa dynamique, la ville d'Éclé-sous-Bois tient à les soutenir dans leur action auprès des citoyens. Elle poursuivra donc son accompagnement au travers l'attribution d'aides directes, les subventions, et d'aides indirectes accordées à titre gracieux, mise à disposition de locaux, moyens logistiques, matériels, techniques. Les dossiers de demande de subventions de fonctionnement parvenus en début d'année 2020 ont été étudiés avec attention. Et malgré les mois d'inactivité, la ville a souhaité conserver l'enveloppe dédiée à ces subventions à hauteur de celle votée en 2019. Ce sera également le cas pour l'enveloppe consacrée au dispositif aide au projet, qui permet à la ville d'apporter son soutien à la réalisation d'un projet ou d'un événement ponctuel et spécifique, dont l'objet et le financement sont clairement identifiables. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la répartition des subventions de fonctionnement aux différentes associations, ainsi que la somme attribuée aux aides au projet, telle qu'indiquée au tableau annexé à la présente. Avez-vous des questions ? Oui, juste une question sur cette répartition, enfin sur le total général qui est indiqué en bas. Il y a 347 000 euros, donc compris aide au projet et fonctionnement des associations. Or, il me semble que dans le budget primitif, je ne retrouve pas la page, dans le budget primitif 2020, il y a une somme plus importante qui, je crois, est de l'ordre de 380 000 euros. Oui, parce qu'il y a 40 000 euros qui doivent être affectés sur cette rubrique et qui ne sont pas des subventions aux associations. C'est tout. Et qui sont donc ? Effectivement, ce n'est pas les subventions pour les associations, mais ce sont les subventions pour les écoles. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de mettre au vote. Jean-Jacques Lecoq ne prendra pas leur vote. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui font partie de comités d'administration de certaines de ces associations et qui donc ne prendraient pas part au vote? Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour?
Merci. Enfin, si vous en êtes d'accord, donc il y a la délibération sur table que nous avons posée en début de conseil. L'objet de cette délibération est de sensibiliser au niveau des déficits qu'il va y avoir sur les recettes liées au transport. Déficit qui est estimé aujourd'hui de l'ordre de 2,6 milliards d'euros au niveau des recettes pour le transport d'Île-de-France, bien entendu lié à l'absence de transport durant la période du Covid, lié aussi à l'absence de recettes par manque d'affectation de la part de certaines entreprises. D'où cette demande au niveau de l'État de combler ces manques de recettes, parce qu'il ne serait pas du tout de bon ton aujourd'hui de combler cet ensemble par, tel qu'il est précisé, des augmentations de tarifs au niveau d'Île-de-France Mobilité. Une cessation de paiement, comme c'est précisé en deuxième page, serait inéluctable s'il n'y avait pas une aide de la part de l'État, et ça nous paraît totalement inconcevable. D'où cette motion d'aide au transport. Oui, Monsieur Le Rouge. Oui, évidemment, c'est inconcevable que l'Île-de-France Mobilité ne puisse pas payer ses fournisseurs et les entreprises comme la RATP et la SNCF. Cela dit, il y a 6 jours, dans le cadre du projet de loi de finances rectificatif numéro 3, l'amendement numéro 2170 du rapporteur général du budget a prévu un acompte de 425 millions d'euros à destination d'Île-de-France Mobilité, qui est bien un acompte. Et donc le versement interviendra dès la promulgation du projet de loi de finances rectificatif. Donc a priori, enfin en tout cas de ce que je lis, je pense que pour le moment, l'Assemblée nationale et l'unanimité de tous les groupes d'ailleurs a répondu à cette demande et à cette motion. C'est une bonne chose que de prévoir un acompte de 420 millions d'euros, ce qui démontre bien que c'est nécessaire d'aider. Néanmoins, l'objectif de cette motion, pour moi, demeure, et je dois dire qu'elle a été votée à l'unanimité dans beaucoup de villes voisines. Voilà. Donc, même si c'est prévu dans le projet de loi rectificative, je pense qu'il faut laisser cette motion. Oui, monsieur. Que vous laissiez cette motion, c'est un fait. Vous l'avez présentée, nous la découvrons sur table. Je vous avoue qu'on n'a pas eu le temps de la décrypter totalement, mais nous sommes évidemment pas sourds et nous avons entendu depuis quelques semaines, quelques mois, ce qui se jouait à travers donc cette motion de soutien et à travers ce soutien que vous souhaitez apporter à Île-de-France Mobilité, donc à la région Île-de-France. Évidemment, pour nous, il n'est évidemment pas concevable que le trou qui pourrait être à combler soit comblé par les franciliens, les usagers, les franciliens, les clésiens en l'occurrence, puisque c'est une motion de soutien qui a trait à notre ville, que vous souhaitez faire porter par notre ville. Cependant, je dois dire aussi que nous ne souhaitons pas non plus rentrer dans le débat politique et politicien qui s'instaure entre la majorité et certains groupes parlementaires qui aujourd'hui commencent un autre match. Nous venons à peine de finir les élections municipales. Nous sortons d'une crise dans laquelle une forme de solidarité et une forme de coélaboration devrait être à l'œuvre. Monsieur Le Rouge a indiqué tout à l'heure qu'un amendement avait été porté au sein de l'Assemblée nationale et porté par l'ensemble de tous les groupes. Je ne suis pas sûr qu'il soit opportun aujourd'hui de remettre de l'huile sur le feu pour préparer les élections régionales de 2021 et évidemment la présidentielle de 2022. Donc à ce titre-là, évidemment, nous nous abstiendrons tout en réaffirmant que nous ne souhaitons évidemment pas que les Clésiens et les Franciliens supportent ce coût et qui est déjà commencé à être plus ou moins en partie réglé par l'Assemblée nationale. Je me permets juste de préciser que ce soit l'État ou les communes ou Île-de-France Mobilité, les Clésiens et les Franciliens le paieront, puisque de toute façon, quelle que soit l'entité qui paiera,
c'est le contribuable qui paiera. Je partage votre remarque, Monsieur Leroux. Rien n'est gratuit. En finale, tout se paye. Néanmoins, je mets au vote cette délibération. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Ceci était le dernier point à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Donc, je vais vous souhaiter à toutes et à tous un très bel été, en espérant que les conditions sanitaires ne se dégradent pas, et continuez à vous protéger. Nous envisageons de faire un conseil municipal aux environs du 15 septembre. Et enfin, pour conclure, Monsieur Hu, si vous voulez que nous répondions précisément à vos questions, je vous serai reconnaissant de nous déposer exactement la liste des questions pour lesquelles vous n'avez pas eu de réponse, et de manière à ce que pour le prochain conseil, nous vous apportions les réponses. Merci et bonne soirée.